Podcast. Affaire Marie Bénard, épisode 4. Les experts de l'accusation, deuxième procès. 23 mars 1954, 8e jour du procès. Les experts dont les conclusions avaient été rejetées à l'issue du premier procès entrent en scène. La parole est d'abord donnée au médecin. Le médecin légiste, le docteur Seta, puis le docteur Delaroche qui avait soigné la veuve Rivet et constaté la mort de la sœur de Léon, Lucie Bénard, par pendaison. Ici Frédéric Potcher qui vous parle du palais de justice de Bordeaux. De l'effarante journée d'hier, il faut pourtant ne pas négliger un mot, une phrase proférée par Madame Rossignol, qui en 1945, alors qu'elle avait surpris les infidélités conjugales de son mari, et alors qu'elle avait confié sa peine à Marie Bénard, reçut de cette dernière ce conseil. Il y a un moyen de faire disparaître votre mari sans que personne s'en aperçoive. Ce moyen, c'est l'arsenic. Eh bien, je connais une amie qui a utilisé ce moyen-là, et la police n'y a jamais rien vu. Comme on va maintenant parler arsenic, il était bon de rappeler ce mot de la voisine. Le docteur Seta, qui a fait les premières autopsies en 1949 des présumées victimes de l'accusé, dit à la cour aujourd'hui ce qu'il a constaté. Le cadavre de Marcelin, père de Léon Bénard, était en bon état. La cravate papillon du mort était restée intacte. Le corps de Pauline Laleron, une des vieilles cousines décédées chez les Bénard, était en bon état. Le corps de la dame Lebeau, épouse Rivet, était en très bon état. Il paraît que les masses musculaires prélevées étaient même d'une fort belle couleur rose saumon. C'était un peu anormal, déclare le témoin, mais on ne pouvait, cela dit, en tirer une quelconque déduction telle que la présence d'un toxique. La défense, maître Gautrat, reprend toute l'affaire à partir du commencement. Il y a eu, dit-il, des prélèvements d'ongles, de poils, de cheveux, de dents, d'os, c'est-à-dire fort peu de choses. Mais tout ceci n'est rien. Et maître Gautrat entreprend de retracer les extraordinaires et multiples manipulations de cadavres et de cercueils qui eurent lieu en 49 puis en 52 dans le cimetière de Loudun. On faisait les autopsies dans une chapelle voisine des tombes, mais certains cercueils étaient pourris et l'on devait sur place transférer les restes de squelettes ou de vêtements dans des boîtes d'exhumation. Cette vadrouille des cercueils et des cadavres va être longuement et laborieusement évoquée. Maître Gautrat. Un employé des pompes funèbres assure qu'une boîte d'exhumation a disparu et les restes du père Marcelin Bénard se sont mélangés avec les restes d'une dame Gouin, le témoin. Ah, pardon, j'affirme que les prélèvements que j'ai faits sur le cadavre de M. Bénard appartenaient bien à M. Bénard. La défense va maintenant montrer que par suite de l'état des cercueils et même des boîtes d'exhumation, les emballages, dira même à un moment donné l'avocat général, des liquides viscéraux et des os sont passés d'une boîte dans une autre. De plus, on a prélevé dans les crânes de la matière cérébrale, au moyen d'une lame incurvée trouvée sur place. Maître Gautrat. Cet objet, cette spatule, messieurs les jurés, eh bien, elle a touché la terre. Or, la terre contient 6 mg d'arsenic par kilo. Vous n'avez pas stérilisé ni les bocaux, ni votre outil. Et tout a été envoyé comme ça, à Marseille. Le témoin. Oh, 6 mg d'arsenic, mais c'est absolument insuffisant à supposer que l'avocat général, la terre ne contient que 2 mg d'arsenic. Maître Gautrat, vous oubliez, monsieur l'avocat général, que les toxicologues poussent leurs analyses de la matière cérébrale jusqu'à quelques millièmes de milligrammes et qu'il suffit de moins d'un millième de milligramme d'arsenic dans un crâne pour faire la preuve d'une intoxication. Maître Hayot. Devant la cour de Poitiers, vous aviez parlé, docteur, de la nature de vos prélèvements. Je vous avais demandé si, à partir de ces poussières cadavériques, auxquelles se mêlent des fragments de bois et de terre, on pouvait identifier un foie ou un cœur ou un autre organe. Vous m'aviez répondu non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui? Oui, répond le témoin. L'adjudant de gendarmerie Confolent, qui a assisté à ces successives exhumations et inhumations, rapporte comment, pour s'y reconnaître dans les restes de mort, on mettait un clou pour un, 2 clous pour 2 et 3 clous pour 3. Cela correspondait, dit le témoin, au nom des intéressés. Si. Bref, conclut maître Gautrat, si je comprends bien, c'est le fossoyeur qui faisait les identifications.
Le président rattrape la balle au bond et fait aussitôt dire aux témoins que le parquet et la défense étaient représentés. Le fossoyeur fait à son tour et à sa manière le récit des exhumations, de toutes les exhumations, aussi bien celles de 49 que celles de 52. On s'embrouille dans les boîtes, dans les cercueils et dans les dates. Conclusion tout de même, il est certain que des vestiges ont été mélangés. Mais il reste qu'en 52, le cercueil de Léon Besnard était plein d'eau. Et sur ce point, le maire de Loudun est formel. Le docteur Delaroche rapporte ensuite qu'il a soigné la veuve Rivet, morte d'une congestion pulmonaire double. Le témoin confirme qu'il a dit à Marie Besnard « Votre belle-mère, madame, n'en a plus que pour quelques jours à vivre. » Maître Gautrat se dresse. « Parfaitement. Je vous remercie, docteur, d'avoir répété cela. » Eh bien, Marie Besnard, qui a le vice de l'empoisonnement, messieurs les jurés, Marie Besnard, malgré ce que vous veniez de lui dire, docteur, a donné des tisanes empoisonnées à la malade pour hâter encore sa fin. Voilà, moi, ce que je conclus de l'instruction. Le docteur Delaroche a également constaté la fin par pendaison de Madame Baudin, sœur de Léon Besnard. On sait que l'accusé aurait dit à Madame Pintou « Mon mari a étranglé sa sœur et l'a ensuite pendue ». Le docteur Delaroche a bien constaté la mort par pendaison, mais il n'a vu aucun signe de strangulation. Les gendarmes n'ont jamais dit non plus que la dame Baudin avait été étranglée avant d'être pendue. Seule la police a jeté un doute sur cette affaire, et la police admet que la dame Baudin a été empoisonnée, puis étranglée, puis pendue. C'est un peu compliqué. Là encore, s'écrie la défense, on a voulu faire entrer la pendaison de Lucie Baudin dans le circuit des poisons. Le docteur Delaroche a hésité avant de donner le permis d'inhumer. Il l'a donné cependant après un examen très sérieux du corps. Des positions solides, on le voit, et qui est en contradiction formelle avec les rapports de la police. Demain, on entendra peut-être les premiers toxicologues. Ici, Frédéric Potcher, qui vous a parlé du palais de justice de Bordeaux. 24 mars 1954, 9e jour du procès. Cette 9e audience aborde les expertises toxicologiques très attendues. Frédéric Potcher plonge l'auditeur au cœur de ces débats pointus, laissant le personnage de Marie Besnard s'effacer au second plan, au profit des experts désignés pour ce second procès. Un personnage important apparaît lors de cette audience, le professeur René Piedelièvre. Cet illustre médecin légiste, professeur et président de l'Ordre des médecins, a procédé à l'examen des cadavres et effectué les prélèvements pour les besoins des nouvelles expertises. Au total, 150 bocaux scellés ont pu être étudiés durant les 2 années qui ont précédé le procès de Bordeaux. Le rapport Piedelièvre, qui est venu chapeauter les rapports des nouveaux experts commis pour le complément d'information ordonné en 52, a déjà été analysé. On se propose d'y revenir, mais pour clarifier les débats et pour éclairer aussi nettement que possible la religion des jurés sur le degré de l'agression toxique dont est accusée Marie Besnard, l'avocat général Steck propose d'entendre d'abord sur les exhumations qu'il contrôla le professeur Piedelièvre, puis ensuite messieurs Fabre, Caunes-à-Brest et Griffon, experts, qui seront entendus sur leurs constatations. Après quoi, le professeur Piedelièvre reviendra à la barre pour exposer ses conclusions. Les parties en cause ayant accepté ce plan de travail, on introduit aussitôt le professeur Piedelièvre. Déclaration courte et précise. Premier point, tous ces corps, sauf peut-être celui de Léon Besnard, étaient dans un état de destruction cadavérique complète. Deuxièmement, des os ont été mélangés. Troisièmement, dans 1 ou 2 cadavres, on a pu recueillir un peu de matière organique. Quatrièmement, le corps de Léon Besnard baignait dans l'eau. Cinquièmement, ont été examinés les os et on a exploré les crânes. Sur ces débris, on a recherché la présence d'arsenic. Avec l'aide du professeur Griffon, les débris recueillis ont été mis dans des bocaux préalablement lavés puis scellés. En résumé, déclare le témoin, ces débris ont été profondément modifiés par leur long séjour souterrain. Maître de Caunes, partie civile qui s'intéresse surtout évidemment au cas Léon Besnard, tout en reconnaissant que le magma graisseux prélevé ne permet pas de faire un examen anatomique, veut savoir de quoi est fait le prélèvement de cuir chevelu et si ce cuir chevelu comportait des cheveux. Le professeur Piedelièvre répond « Je crois, maître de Caunes. Mais vous parlez de cuir chevelu, professeur.
Le témoin, ça ne veut pas dire qu'il y avait des cheveux. Moi, par exemple, dit le témoin, j'ai un cuir chevelu, mais je n'ai pas de cheveux. Ça me paraît clair, non, maître de Caunes? Si j'insiste, c'est que dans le rapport, il est question de cheveux et de poils. Le témoin. Mais qu'est-ce que ça peut faire, cheveux ou poils? Ce qui compte, monsieur, c'est l'arsenic. Maître de Caunes. Poils et cheveux, alors, c'est la même chose. Le témoin. Ah non, pas tout à fait. La défense rappelle au témoin la nature et l'état des débris prélevés et examinés. Ça n'est pas très beau. On ne s'élève que rarement au-dessus de la putréfaction avancée. Le professeur Piedelièvre dira même, à propos des restes examinés de la veuve d'Availlot, nous citons, qu'il n'y avait dans le fond de son cercueil que des débris de saloperie. Si. Ces matières organiques, le témoin déclare, il est impossible, en présence des transformations subies, de donner quoi que ce soit de précis sur les organes d'où ils proviennent, même au moyen d'analyse chimique. Il est temps d'entendre les conclusions des experts du ministère public. Cette étape du procès est capitale puisqu'elle doit permettre d'établir dans quelle mesure Marie Bénard a bel et bien empoisonné ses 6 victimes supposées. Frédéric Potcher livre les conclusions de René Favre, spécialiste de l'arsenic. Le professeur Favre dira à propos de l'imprégnation arsénicale des cheveux qu'il existe un arsenic exogène que l'on peut éliminer par des lavages, tandis que l'arsenic interne, lui, ne s'élimine pas. Mais encore faut-il savoir d'où vient cet arsenic endogène. Origine médicamenteuse, milieu, imprégnation lente due à la terre, à l'eau. Elle ne peut se produire que par l'eau, qu'à la condition que l'arsenic soit issu de matière solubilisable. Mais la preuve est faite depuis longtemps, paraît-il, que l'arsenic n'est pas toujours, lui non plus, solubilisable. Maître de Caunes, 1/10 de milligramme d'arsenic par litre d'eau, est-ce que c'est beaucoup? Le témoin, non. Maître de Caunes, comment se fait-il que dans la terre du cimetière de Loudun, vous en ayez trouvé 6 milligrammes par kilo de terre? Le témoin, je dis ce que j'ai constaté. Le professeur Favre a trouvé une proportion de 44 milligrammes d'arsenic au kilo dans 67 milligrammes de cheveux. C'est énorme. Et, paraît-il, et cela tend à prouver qu'il y a eu une intoxication massive. De plus, cette masse d'arsenic ne se trouve que sur une section minime des cheveux examinés. Preuve que l'intoxication a été rapide. La défense demande, ce qui paraît absurde, ce qui arriverait si un individu se plaisait à absorber tout à coup 1 livre d'arsenic. Le témoin à ces mots rit franchement, mais on a quelque idée pourtant que la défense a de bonnes raisons d'avoir posé cette curieuse question. À une autre question précise, touchant les phénomènes de putréfaction du corps humain en fonction des terrains, le témoin répond « On ne peut rien affirmer, il faudrait faire une expérience. Tout est relatif, messieurs, tout. Il n'y a aucune règle. » Maître Gautrat. Alors je me demande comment les jurés répondront si vous, experts, vous ne pouvez pas répondre. Un des jurés, après une suspension opportune, dira que ses collègues et lui-même ont parfaitement compris. Top pour la défense. Ajoutons que ce juré-là est coiffeur. Le doute s'insinue. De nombreuses questions se posent, notamment sur la présence d'arsenic dans les cheveux. Les corps auraient-ils pu être intoxiqués après leur mort? Les docteurs Émile Cohn-Abrest et Henri Griffon interviennent à leur tour. Ce dernier, directeur du laboratoire de la préfecture de police de Paris, est connu pour avoir été le premier à utiliser une méthode nucléaire pour détecter la présence anormale d'arsenic dans les cheveux. Ces conclusions sont très attendues. M. Cohn-Abrest et M. Griffon déposent ensuite. M. Griffon conclura, après avoir exposé en détail les méthodes d'analyse employées, que les 6 cas examinés permettent de penser qu'il y a eu imprégnation durant la vie des sujets. Le dossier prouve au surplus que ces imprégnations ne sont pas d'origine médicamenteuse. Au reste, on y reviendra demain en entendant de nouveau messieurs Favre et Griffon sur le détail de leur analyse. Le professeur Piedelièvre revient à la fin de l'audience et apporte une provisoire conclusion. « J'ai un doute, dit l'éminent témoin, j'ai un doute très sérieux. Mais le rapport des toxicologues a été rédigé très soigneusement. Leur compétence ne peut être mise en doute. Tissus et vestiges sépulcraux contiennent trop d'arsenic. Mais ce sont les cheveux qui troublent le plus l'éminent témoin. Il ne semble pas douteux qu'il y ait eu absorption massive d'arsenic. Tout cela, cependant, s'entoure de réticence.
Marie Bénard n'a pas dit un mot de tout l'après-midi. Il est à peu près certain qu'elle n'a rien compris à tout ce qui a été dit à l'audience. On y reviendra demain à 14 heures. Ici, Frédéric Potcher, qui vous a parlé du tribunal de Bordeaux. Les 2 journées qui suivent sont consacrées aux longues démonstrations des experts commis par le ministère public. 25 mars 1954, 10e jour du procès. Les professeurs Fabre, Cohn-à-Brest et Griffon, avec sa méthode nucléaire, concluent à la présence massive d'arsenic dans les cadavres examinés. Mais certains résultats sont extravagants. Ainsi, la mère de Marie Bénard aurait dû avaler 18 grammes de ce poison, ce qui paraît impossible. Et une question subsiste. Comment ce poison est arrivé là? Par ingestion ou par contamination post-mortem? Je résumerai aussi bien que possible et de mémoire un rapport d'expertise aussi important qu'un volume. C'est là le commencement de la seconde déposition de l'éminent toxicologue Cohn-à-Brest. Le témoin dit ensuite en quoi consistent les méthodes Marche, Crivier et Griffon qui permettent de déceler la présence d'arsenic dans des matières organiques. Il ressort de cet exposé que le corps d'un homme pesant 60 kg contient 7/10 de milligrammes d'arsenic par kilo. Les restes de Marie Davaillot, mère de l'accusé décédée à 87 ans et après 3 années d'inhumation, contenaient 200 mg d'arsenic. Et nous n'avions qu'un résidu, dit le professeur Cohn-à-Brest. Vous me parlez de 2 ou de 4 mg d'arsenic par kilo que contient la terre du cimetière, mais ça ne m'intéresse pas. Le témoin parle avec vigueur, secouant la tige du micro qui est devant lui. Un court silence, puis « Je suis un peu véhément, excusez-moi. Mais ce sont ces quantités considérables d'arsenic qui m'ont mis dans cet état-là. Au point de vue strictement médical, le professeur Pied-de-Lièvre l'a dit hier, c'est inquiétant. Eh bien, je m'arrête. Je ne désire pas en dire davantage et j'attends, messieurs, vos questions. » L'avocat général Steck, allant au-devant des questions que va poser la défense, dit « On se réfère habituellement au dosage par kilo de substance. J'aimerais connaître l'opinion du témoin sur cette méthode. » Le témoin. « Ah, nous sommes bien obligés de rapporter au kilo ce que nous trouvons. Nous n'avons que des matières indéterminées, une espèce de magma. » La défense en la personne de Maître Gautrat. « Vous raisonnez dans l'absolu, monsieur l'expert. Or, il s'agit du cadavre de la mère de l'accusé. Le professeur Pied-de-Lièvre n'est pas d'accord avec vous. Vous avez pris une masse de matière dans ce cadavre, mais quelle est la composition de cette masse? C'était une matière hétérogène, vous ne l'avez pas homogénéisée. Vous l'avez imaginée et vous avez calculé. Monsieur Pied-de-Lièvre n'est pas du tout d'accord avec vous. Monsieur Cohn-à-Brest. Ah, je vous arrête. Je ne m'occupe pas de savoir ce que pense Pierre Poulouja. Je suis un vieil expert, un vieil artisan toxicologue. J'ai 45 ans de toxicologie. Alors, je vous en prie, hein. On ne sait pourquoi, la salle applaudit. Le président prononce le classique avertissement « Je vais faire évacuer la salle » et Maître Gautrat reprend aussitôt après la parole. D'autres experts, dit le défenseur, ont trouvé des chiffres absolument différents des vôtres. Il y a 100% de différence. C'est grave, monsieur l'expert. Monsieur Cohn-à-Brest. Allons. Sur une quantité de 80 grammes de matière viscérale examinée, je trouve plus d'1 milligramme d'arsenic. Et je néglige les fifrelins. Eh bien, ça me suffit, mon cher maître, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de rapporter ça au kilo. La discussion se poursuit tendue, mais le ton reste de bonne compagnie. Monsieur Cohn-à-Brest s'est assis, après s'être appuyé à la tige du micro, après l'avoir même embrassé longuement. Il est question ensuite des anneaux d'arsenic provoqués dans des tubes par précipitation chimique. Alors on voit tout à coup le témoin se redresser. « Oh, s'écrie-t-il, je fais toute réserve. Votre histoire d'anneaux d'arsenic que vous avez soulevée à Poitiers, je la connais, hein. Alors non, je vous en prie, il faut réfléchir. Moi, je veux revoir mon rapport, étudier ça dans mon laboratoire. Vous comprenez, je ne suis pas des dières. La défense, mais, monsieur l'expert, j'ai utilisé vos chiffres et vous me dites qu'il vous faut 8 ou 15 jours de réflexion tout de même. C'est un peu étonnant, le témoin. Écoutez, je connais ça. On dépose un rapport, et là-dessus, on prend ce rapport, et on va voir un tel et un tel. Non, ce n'est pas correct. Maître Gautrat, pardon. À 2 reprises, la défense a essayé de voir les experts, de se mettre d'accord avec eux. On nous a envoyés promener. Quelqu'un dit à voix basse dans la salle, la citadelle des experts est inviolable. Maître Gautrat continue. Nous avons de notre côté fait faire un autre rapport, qui a été remis à monsieur l'avocat général en octobre 53. Ce rapport était destiné aux experts, et aujourd'hui, on ne veut pas discuter nos conclusions. Eh bien, je proteste à mon tour.
26 mars 1954, 11e jour du procès. Un sujet en particulier va mettre en ébullition le prétoire. Une mèche de cheveux appartenant à Léon Besnard. Maître Gautrat poursuit sur un autre registre. C'est bien. Parlons de Léon Besnard, monsieur l'expert. Vous avez fait des recherches sur les os, les poils et les cheveux et les vestiges cadavériques. Il n'y avait rien dans les os. Monsieur Griffon, oui, mais il y a les cheveux. Maître Gautrat, justement, je veux en discuter avec lui. D'abord, je veux les voir, ces cheveux. Et monsieur les jurés aussi. Monsieur Griffon exhibe alors une mèche qui va se promener à travers le prétoire, tandis que l'accusé, complètement oublié jusqu'à présent, éclate en sanglots. Maître Gautrat, à monsieur Griffon, pourquoi n'avez-vous pas donné le poids de cette mèche? Le témoin, c'était pas nécessaire. Maître Gautrat, je demande que cette réponse soit dotée au procès-verbal de l'audience. Le témoin, je ne veux pas continuer dans ces conditions. Ça peut durer des jours et des jours. Je demande à m'en aller. Maître Gautrat, vous devez apporter la preuve de vos conclusions. Monsieur Griffon, c'est fait. Le président frappe sur son pupitre. Maître, je vous en prie, posez des questions, un point, c'est tout. Maître Gautrat, très calme, aimable même. Eh bien, parlons de la seconde mèche de cheveux. Sur les 10 premiers millimètres, monsieur Griffon, vous avez trouvé 44 mg d'arsenic au kilo, n'est-ce pas? Eh bien, je demande combien ça fait pour la chevelure entière, monsieur Griffon. Je suis navré, mais vous n'avez encore rien compris. Je vous répète que ce terme au kilo est un terme de comparaison, un moyen d'expression. Vous voulez m'infliger un raisonnement que je refuse absolument de suivre. Maître Gautrat s'obstine, proteste. Le président, monsieur l'expert, avez-vous trouvé une imprégnation arsénicale sur la totalité des cheveux ou seulement sur une certaine longueur? Ce disant, il semble bien que le président n'ait pas compris les méthodes de raisonnement de M. Griffon. Maître Gautrat, monsieur le président, il semble que vous désiriez sauver le témoin. Fureur du président et de l'avocat général qui se dresse. Je vous demande, messieurs, si un pareil débat, si un pareil questionnaire peut durer encore longtemps, je demande à la Cour de mettre fin à cette discussion. Maître Gautrat, après une suspension opportune et du ton le plus solennel. Ce n'est pas moi qui ai inventé des chiffres et des calculs. Il y a ici une question de conscience, messieurs, qui touche non seulement les magistrats et la défense, mais aussi le témoin. Oui ou non, peut-on savoir la vérité? Maître Gautrat, qui n'est pas seul à penser qu'on a peut-être eu tort de refuser à la défense une vérification à l'audience des chiffres obtenus par l'expert Griffon, s'attaque à un autre chapitre, en apparence bénin, de son système. Il s'agit de savoir si les eaux de ruissellement peuvent être le véhicule de l'arsenic contenu dans la terre, et si l'eau de pluie, par exemple, contient de l'arsenic. À cette fin, les experts officiels sont allés recueillir de l'eau au pluviomètre officiel du parc Montsouris. Ils ont analysé cette eau. Maître Gautrat veut savoir comment l'expert Griffon a rempli cette mission. Qui lui a remis l'eau? Par le truchement de qui? Décidément, on croit rêver. L'expert explique que les choses ont été faites dans les formes et que dans les 2 litres d'eau des pluviomètres officiels, il a trouvé 6 à 8 centièmes de milligrammes d'arsenic insoluble par litre. Et le témoin ajoute: l'arsenic soluble seul nous intéressait. Maître Gautrat solennel. Sur la valeur de l'analyse de l'eau faite par l'expert Griffon, je demande l'audition des experts commis par la Cour au nom de la défense. Il est visible que l'expert Griffon est à son tour ulcéré, mais la Cour a donné satisfaction à la défense. La suite la semaine prochaine avec Frédéric Potcher.